Bonsoir. On va démarrer avec un petit peu de retard. Bonjour. Bienvenue à la De Vinci Startup Week. Ça démarre ce soir avec le concours de pitch, qui est toujours l'événement le plus attendu de la De Vinci Startup Week, où vous allez découvrir les projets de 15 étudiants entrepreneurs qu'on accompagne depuis plus ou moins longtemps avec Julien. Donc moi, je m'appelle Maëlys, je suis responsable de Vinci Startup avec Julien. Si vous avez des projets d'entrepreneuriat, c'est avec nous que vous allez les tester, on va vous coacher, on va vous aider à les développer. Toutes les startups qui sont ici, on les connaît, on les a vues, on les a accompagnées. Donc n'hésitez pas à échanger avec elles après. Pour le programme de ce soir, je vais démarrer. On va démarrer les concours de pitch. Chaque équipe a 2 minutes pour présenter son projet. Le jury aura le droit à 1 ou 2 questions, tout dépend de la longueur de la réponse de l'équipe. Vous me la dites bien fort, je la répète, les étudiants y répondent et on passe à l'équipe suivante. Tous les pitchs vont s'enchaîner. J'ai pu un peu donner les ordres de passage aux équipes individuellement. Soyez indulgentes, encouragez-les, parce que ce n'est pas un exercice facile de s'adresser à un amphi de 200 personnes. Ils vont vous exprimer leurs besoins. L'idée, c'est que ceux qui recherchent une équipe, un associé, des fonds, des coachs, c'est que vous puissiez les aider. Ils vont présenter leur pitch. Ensuite, on va se retrouver devant l'amphi, il y aura un cocktail et chaque équipe aura un stand où vous allez pouvoir venir échanger avec elle. Donc si jamais il y a des projets qui vous plaisent particulièrement, n'hésitez pas à aller les voir. Elles seront là pour répondre à toutes vos questions. Et surtout, si vous souhaitez les rejoindre, il y en a beaucoup qui cherchent des associés et des équipes. Donc, la semaine démarre avec... En plus, Nadal, il m'a dit qu'elle marchait tout le temps. Aujourd'hui, on a le concours de pitch. Demain, avec Julien, on enchaîne sur du speed coaching toute la journée. Donc, tous ceux qui ont des projets entrepreneuriaux et qui souhaitent en discuter avec nous pour qu'on les accompagne dans le test de l'idée, on sera là au bureau disponible. Je crois qu'il y a 3 ou 4 créneaux encore de libre en fin d'après-midi. Mais sinon, on a déjà une dizaine d'équipes qui ont pris rendez-vous. Jeudi, il y aura la conférence avec 3 entrepreneurs qui ont levé entre 15 et 35 millions de dollars l'année dernière et la présidente de la French Tech Grand Paris. Merci. Si tu peux remettre la slide juste avant, du coup. Merci. OK, ça part tout seul maintenant. OK. Donc ça, c'est pour le programme. Le thème de la conférence, c'est la montée de la French Tech, du coup, ces 2 dernières années, parce qu'on a connu un vrai essor de l'entrepreneuriat depuis la crise sanitaire. Je sais qu'avec De Vinci Startup, on accompagne de plus en plus d'étudiants, mais en France aussi, le nombre de licornes a été multiplié par 4 ou 5, je crois. Vraiment, il y a plus de startups qui sont créées, un vrai engouement pour la création d'entreprises. Et on termine la semaine avec l'exercice, je pense, qui va être très amusant. C'est un hackathon qui va durer 24 heures au Catalyseur. Merci Louise de nous prêter vos locaux. On démarre vendredi à 18h, ça se termine samedi à 18h et on va faire une nuit blanche. La thématique, c'est l'intelligence artificielle et la robotique au service du handicap. Donc vous êtes les bienvenus pour y participer. Je crois qu'il reste 5 places parce que c'est assez limité. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est le club entrepreneur qui s'en occupe. Voilà, et évidemment, on aura les locaux, vous serez nourris aussi pendant toute cette période. Pour la table ronde, j'ai fait les visuels aussi, donc Lara, Solon, Sébastien et Nicolas qui seront présents pour échanger jeudi. Ceux qui ne sont pas inscrits, n'hésitez pas. Ça va être une conférence très intéressante, elle dure 1 heure, 1 heure et demie. Solon sera là à distance puisqu'il travaille entre le Canada et Miami, mais il a plein de choses à raconter. Ce qui est intéressant ce soir, c'est que vous allez découvrir les projets de 15 startups qui vont pitcher. Et c'est parfois vos camarades de classe, vos amis, votre famille. Et ils sont là pour vous présenter leurs projets. Là, si vous comptez, il y en a 16, mais il y en a un qui vient d'annuler. Donc on pense à Maxence, qui pitchera son projet peut-être l'année prochaine. Quoi ? Pas toi, non. Je t'ai regardé parce que tu t'appelles Maxence aussi. Maxence Arella, qui n'est pas là ce soir. Les membres du jury, alors, on les a présentés à la fin. J'avoue, des slides, mais je vais quand même vous le dire parce que les startups qui vont pitcher, que vous sachiez à qui vous vous adressez. On a la CCI qui est présente, on a Pold, on a le Catalyseur, on a Mouv'J, Vivatech. Donc, toute une flopée de partenaires qui travaillent avec nous depuis des années. C'est Louise, Julien, Guillaume, Caroline, Jeanne, tous ces gens-là avec qui on travaille et qui seront ravis d'échanger avec vous. J'ai prévu la slide juste à la fin pour qu'ils puissent venir ensuite monter sur scène, puisque c'est eux aussi qui remettent le prix qui va être annoncé du coup à la fin de ces pitchs. Est-ce que vous êtes prêts à démarrer ? Ouais.
Eh ben, je vais inviter Bicom à venir sur scène. Ah oui. Alors, je vous présente Cécilia, Quentin et Constance qui sont étudiants à l'IIM et qui vont présenter Bicom. Évidemment, vous n'oubliez pas que les votes sont toujours ouverts pour voter pour votre start-up préférée parce qu'il y a un concours de vote, le coup de cœur du public. Vous pouvez retrouver le lien en bio de l'Instagram de Vinci Startup, par exemple, ou sur les comptes Instagram respectifs des startups. Je vous laisse la parole. Là, vos slides sont intégrés. Vous avez juste à passer les slides. Bonjour. Donc, nous, on s'appelle Bicom. Et en fait, tous les trois, on a subi le système défaillant de la scolarité. En fait, c'est très simple. On a tous les trois en fait, été réorientés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 15% des étudiants se réorientent dès la première année. Il faut savoir aussi que 22% des étudiants abandonnent leurs études. Souvent par manque d'accompagnement dans leur filière, par manque de choix dans leurs cours et de leur flexibilité, mais aussi par moments par manque d'opportunités professionnelles. C'est pour cela qu'on a décidé de créer Bicom. Bicom, c'est une école 100% digitale, accessible partout dans le monde, pour toutes et pour tous, afin de former l'élite de demain. À travers ça, Bicom vous aide à travers des blocs de compétences. C'est une école qui va vous enseigner par blocs de compétences afin d'avancer sur votre parcours professionnel. Il faut savoir que nous supprimons tout type de notes. L'avantage, c'est des feedbacks uniquement constructifs qui vous permettent d'avancer et de vous améliorer. Nous supprimons aussi tout type de classe. Le but est de favoriser le mentoring des plus anciens vers les nouveaux. Si vous êtes rapide, ne vous en faites pas, vous choisissez uniquement les cours qui vous intéressent et qui vous permettent d'avancer encore plus rapidement, afin d'obtenir un diplôme de façon rapide. Mais si vous êtes lent, si vous avez du mal, si jamais il y a des problèmes dans l'apprentissage, eh ben, il n'y a pas de souci. Pour le coup, vous suivez vos cours à votre rythme et vous passez votre diplôme une fois que vous êtes prêt. Bicom, c'est donc ça, un ensemble de systèmes d'étudiants pour aider les étudiants et une école créée surtout par des étudiants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin de vous. On a besoin de vous aujourd'hui pour 450 000 € afin de pouvoir monter cette école ensemble. Merci beaucoup. Parfait. Les 2 minutes très bien respectées. Bravo à vous pour ce pitch. Ce n'est pas un exercice facile. 2 minutes, c'est court. Est-ce que le jury a des questions pour approfondir un petit peu le sujet? Oui, Jeanne. Quel genre de diplôme proposez-vous et à quel niveau commence justement Alors, quel genre de diplôme vous proposez dans votre école? Alors, dans un premier temps, on veut se focaliser uniquement sur le digital. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué de monter une école. Donc, pour l'instant, on veut vraiment se focaliser sur le digital, donc les métiers du digital, un peu ceux qui sont relatifs à l'IM. Exactement. L'objectif, c'est de vraiment les incuber dans quelque chose dans lequel ils vont aller plus tard. Ensuite, après, on aimerait s'ouvrir sur d'autres filières, mais pour le moment, ce n'est pas l'objectif. Et enfin, c'est une école qui est accessible sans bac ou avec le bac. Le but, c'est de donner sa chance à chacun de vraiment apprendre dans un système professionnel. Alors, dans un premier temps, on a des titres. On aimerait mettre en place des titres RNCP. On sait que ça se met en place au bout de 3 ans que l'école soit ouverte. Donc, dans un premier temps, on va essayer de le faire en louant des diplômes. Ça se fait un peu entre guillemets, mais voilà, c'est l'objectif. C'est vraiment que ce soit reconnu. Après, mettre en place de l'alternance et ce genre de choses, mais step by step, comme on dit. Dernière question, Louis. Pour être honnête, on a vraiment commencé à réfléchir là-dessus. On s'est rapproché près de, entre guillemets, de l'IM, du directeur aussi du pôle au niveau des différentes formations pour savoir en fait comment on met ça en place, comment on peut juridiquement mettre ça en place, est-ce qu'il y a un cercle dans lequel il faut être, et enfin aussi quel type de formation, comment rendre éligible un diplôme. Tout ça, on s'est déjà pas mal renseigné en effet. Merci Bicom. Alors, j'ai vu des mains dans le public qui se levaient pour poser des questions aussi.
Comme on n'a que 2 minutes de questions-réponses, l'idée c'est que c'est les jurys qui vont voter pour le prix du jury puisqu'ils offrent les prix d'accompagnement, puissent poser leurs questions. Mais si vous en avez, n'hésitez pas pendant le cocktail à aller les voir. Hein. Dans 1 heure, on sera en train de boire un verre de jus de pomme ou de coca et on pourra en discuter. Merci pour ce pitch. On va passer au pitch de Romain qui a une entreprise. J'allume le micro. Romain, qui est étudiant entrepreneur en devenir et qui est au DVIC. Romain, qui va nous présenter Augmented Olfactive Interface. Merci. Nos oreilles peuvent distinguer plus de 300 000 sons. Nos yeux peuvent voir plus de 10 millions de couleurs. Notre nez peut sentir plus d'1 trillion d'odeurs. Le sens de l'odorat est l'un des sens les plus puissants du corps humain. Pourtant, c'est l'un des sens les moins exploités dans les expériences d'immersion en réalité virtuelle aujourd'hui. Rappelez-vous cette fameuse Madeleine de Proust qui illustre bien le symbole fort et le lien fort entre l'odorat et la mémoire. Alors maintenant, imaginez ce qui serait possible de faire si l'on combine la puissance des odeurs avec le potentiel de la réalité virtuelle. L'interface olfactive est un dispositif portatif et sans fil qui va venir simuler le sens de l'odorat pour créer des expériences plus immersives encore en réalité virtuelle. On peut donc maintenant imaginer pouvoir voyager de façon plus immersive dans le métaverse en traversant des chemins, attrapant des roses et sentir leur bon parfum, ou pouvoir sentir aussi les odeurs de la ville qu'on visite. Ajouter le sens de l'odorat dans les expériences de réalité virtuelle rend le métaverse plus immersif, plus émotionnel et plus réaliste que jamais. Alors aujourd'hui, l'interface olfactive est un POC. J'ai réalisé plus de 3 prototypes différents et des expérimentations sur différents utilisateurs. Et je suis déjà en train de travailler sur la prochaine version pour réaliser un MVP dans le but de tester cette idée en lançant une campagne de crowdfunding sur le site de Kickstarter à la fin de l'année. Alors, je suis en première année de master au De Vinci Innovation Center, donc à l'ESIL, à l'école d'ingénieurs. Et moi, je suis passionné par la métaverse, les sens du corps humain. Et c'est pour ça que je suis à la recherche aujourd'hui d'une équipe qui partage pour créer une équipe qui partage cette même vision de créer une métaverse plus humaine, plus réaliste et plus émotionnelle, mais aussi de mentors qui pourraient m'aider pour accompagner ce projet sur son évolution jusqu'à son déploiement sur le marché. Merci. Et Romain n'a pas eu le temps de le dire, mais je vais le dire pour lui parce que c'est important. Son prototype, il l'a autour du cou et vous pouvez venir le sentir à son stand pour le tester parce que ça fonctionne et c'est assez impressionnant. Avez-vous des questions, chers membres du jury? Jeanne? L'Institut Bulle. Merci Jeanne pour cette remarque. Julien. Alors aujourd'hui, très bonne question. Aujourd'hui, l'interface elle peut émettre jusqu'à 4 odeurs différentes. On peut varier l'intensité et la fréquence de chaque odeur en fonction justement de la position de l'utilisateur dans l'environnement virtuel. Mais l'idée, pour aller plus loin avec les prochaines interfaces, ce serait d'émettre jusqu'à 8 odeurs différentes et pourquoi pas de commencer à créer des combinaisons d'odeurs pour ne plus se limiter au nombre d'odeurs qui sont actuellement basées sur des huiles essentielles. Jeanne. Pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est moi qui fais mes petits parfums avec de l'huile essentielle. Mais c'est une très bonne idée ouais, pour aller plus loin et pouvoir répliquer de façon plus réaliste les odeurs. Je prends en note cette idée. Ah oui, Éléonore, qui est une alumni de l'EMLV, est créatrice de parfums et elle est intervenue à De Vinci Startup Week l'année dernière. Voilà. On te mettra en relation pour que vous créiez 1 trillion d'odeurs, peut-être pas 10, mais... Merci beaucoup pour cette présentation, Romain. Je vais appeler Pineapple Pay sur scène. Ah, Alexandre. Pardon, excuse-moi.
Tu as juste à passer l'essai. Donc Alexandre a une équipe avec Vincent et Joey et qui sont là et qui vont le soutenir. Allô. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Alexandre et je suis le cofondateur de Pineapple Pay. C'était plutôt long, non? C'est normal, personne n'aime attendre. Il faut savoir que 89% des Français ont déjà quitté un magasin à cause de la file d'attente. Et ça représente un réel problème pour certains retailers qui peuvent perdre potentiellement jusqu'à 38% de leur chiffre d'affaires annuel. Pour répondre à ce problème, on propose une solution simple et accessible que probablement tous ici dans cette salle possédez actuellement dans votre poche ou dans votre main. Il s'agit de votre smartphone. Alors, comment ça marche? C'est très simple. Il suffit d'utiliser votre smartphone pour scanner le code barre des articles que vous souhaitez acheter en magasin. Ensuite, vous pouvez payer directement depuis l'application. Et une fois le paiement effectué, le système d'antivol des articles se désactive automatiquement. Vous pouvez donc quitter le magasin en toute autonomie en ne faisant aucune queue. Aujourd'hui, Pineapple Pay est installé chez Acide Violette, une boutique de vêtements située à République. Et en l'espace d'un mois, le taux d'utilisation de l'application est grimpé à 25%, avec certains pics le week-end à 80%. En ce moment, nous sommes à la recherche d'une deuxième vague de magasins qui sont prêts à tester gratuitement notre solution. Notre vision, c'est qu'un jour, chacun d'entre nous puisse se dire qu'il peut aller faire ses achats en magasin sans se préoccuper une seule seconde de l'attente qu'il pourrait y avoir ou non. Et pour ça, notre objectif, c'est d'équiper tous les magasins possédant une affluence. Pour finir, je vais vous parler du secteur du retail, qui a toujours essayé d'accélérer le processus du checkout pour ses clients. Au début, il y avait les caisses traditionnelles. Ensuite sont arrivées les caisses automatiques de self-checkout. Et aujourd'hui, c'est l'ère du checkout autonome. Et ça, c'est ce que fait Pineapple Pay. Merci à tous. Merci Alexandre. Donc si jamais vous voulez tester l'application, il suffit de vous rendre dans le 11e arrondissement, chez Acide Violette, et vous allez pouvoir tester. Avez-vous des questions? Oui. Guillaume, je t'en prie. Alors justement, comme je l'ai dit, il y a un QR code qui est généré à la fin, donc qui permet aux vendeurs de scanner le QR code. Donc d'un coup d'œil, il peut voir ce qui a été payé. Mais ça, c'est la version actuelle. Nous, on a une autre version qui va arriver, qui va se baser sur le système de RFID. Donc même plus besoin de cette dernière étape. Il y aura juste scan, pay, et vous pouvez sortir du magasin sans montrer de QR code. Pour l'instant, oui, avec le QR code, mais comme je vous l'ai dit, là, avec la RFID, c'est ça. Hélène. C'est un peu comme les caisses automatiques aujourd'hui à Monoprix. Donc vous avez les caisses automatiques et dans un coin, on peut les enlever. Une fois payé, vous pouvez les enlever. Mais avec le système RFID, ce sera désactivé automatiquement. Donc par exemple, est-ce que vous êtes allé à Decathlon récemment? On peut tout jeter dans un bac et ensuite payer. Ça n'enlève pas d'antivol, c'est juste que informatiquement, ça désactive les antivols. Voilà. Merci Alexandre pour cette présentation. Merci à tous. New Croissant. Donc je vais appeler Maxence et Marianne à monter sur scène. Vous parlez tous les deux? Non. D'accord. Et Ophélie qui n'a pas pu être présente mais qui soutient vivement son équipe avec qui elle est. On pense très fort à Ophélie. Alors du coup, moi je vais commencer par me présenter rapidement. Je suis Maxence. Je suis avant tout un spécialiste de la blockchain, chercheur, contributeur. Et du coup, j'ai décidé de faire un projet qui a vraiment rien à voir avec ça, en fait. New Croissant, ça part déjà d'une problématique qui est quand on va dans les restaurants. Tout simplement, aujourd'hui, maintenant, vous avez pris l'habitude de scanner des cartes de restaurant. On est d'accord? C'est pas forcément agréable parce qu'en fait, ce que les restaurants essayent de faire aujourd'hui, la plupart du temps, c'est de transformer leur carte papier en carte digitale. Ça peut être des scans, ça peut être des choses comme ça. On a vu aujourd'hui des exemples d'applications qui existent et qui marchent très bien, comme Sunday App. Le problème, c'est que c'est aussi parfois compliqué pour les restaurateurs d'intégrer ça dans leur vie de tous les jours. C'est pas forcément des spécialistes de la tech. Donc, par rapport à ça, nous, ce qu'on a décidé de faire, notamment grâce à Ophélie, qui est celle qui a trouvé l'idée de base, elle est diététicienne. Et en fait, on a décidé d'apporter le Web 2
à l'intérieur des cartes de restauration. Le Web 2, c'est quoi? C'est pouvoir interagir avec le contenu qu'on a au lieu de simplement regarder. Donc ça va être quoi? Ça va passer par le fait de, par exemple, se renseigner sur la carte d'un restaurant en fonction de ses allergènes, en fonction des fruits de saison, en fonction de tout un tas de choses auxquelles on n'a pas accès aujourd'hui. Donc ça, c'est ce sur quoi on va s'axer. Un des trucs aujourd'hui dont on a besoin, moi je suis développeur et je développe pour l'application. Une des choses, c'est quelque chose de très rare, ça va être des développeurs évidemment. Donc s'il y a des gens ici qui sont des développeurs, qui veulent bien nous aider, on a déjà des contacts avec des restaurateurs avec qui ça se passe très bien, et on a une équipe qui est très motivée avec Marianne aussi qui m'aide sur la tech. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez plus de questions, je vous attends aussi sur les stands, on vous attend vraiment, et voilà. Merci. J'ai oublié que... Oui, alors j'ai mis des slides, mais elles n'étaient pas très parlantes. Donc, mais par contre, si, il y a un petit QR code, vous pouvez nous contacter si vous avez envie. C'est juste, voilà, comme ça. Et c'est pas son premier projet entrepreneurial Non, à Maxence, on le connaît depuis quelques temps. Avez-vous des questions? Oui, Guillaume. Alors au niveau maturité, déjà on va parler en termes de date. On a commencé il y a 4 mois maintenant. Marianne nous a rejoint il y a 1 mois. En termes d'avancement du projet, donc on a les prototypes visuels, on a la plateforme qui est en train d'être développée. On est en contact avec les restaurateurs, donc on se renseigne au fur et à mesure sur les besoins en fonction de notre avancement. On pense que d'ici le mois de mai, c'est-à-dire le 1er mai, on pourra se lancer dans un premier restaurant. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Hélène? Alors ouais, exactement. Je vais répéter les questions parce qu'en fait, comme il n'y a pas de micro, juste pour que tout le monde entende, pour le modèle économique, est-ce que les restaurants prennent un abonnement ou comment ça fonctionne? Évidemment. Alors, le système de l'abonnement, ça ne fonctionne pas pour tout, mais là, pour les restaurateurs, ça fonctionne bien, puisque en fait, ils ont une source de revenus. L'abonnement est très faible parce qu'on a fait un calcul des coûts. J'en suis pas à mon premier coup d'essai pour tout ce qui est plateforme, web, etc. Donc, je sais estimer les coûts et je sais combien nous, ça va nous coûter et combien, eux, on peut leur demander. Donc, oui, quelque chose, mais de très faible. Un abonnement pas très élevé. Donc, voilà. Jeanne? Alors, non, oui, évidemment. Marianne va répondre. Juste pour dire un mot par rapport à ça, Ophélie, qui est donc la leaduse un peu sur le projet, si elle était là, c'était elle qui aurait été à ma place. Évidemment, Marianne est beaucoup plus récente sur le projet et elle avait quelque chose avant, elle n'avait pas forcément la tête à ça, mais je te laisse parler, Marianne, comme ça. Non, mais oui, bien sûr, on se réunit régulièrement et on communique vraiment à 3. On travaille tous ensemble. Moi, je les ai rejoints parce que j'avais un projet un peu dans le même style, dans le même thème, sur les allergènes principalement au départ. Et donc, oui, on est tous en communication. Voilà. Il y a plus de filles que de garçons, donc... D'ailleurs, notre cher jury est principalement féminin à nous ce soir et c'est chose rare dans l'entrepreneuriat, donc je tiens à le féliciter quand même pour les journées des droits des femmes. Neftur, donc Baptiste, fidèle représentant de sa société, Neftur. Et Baptiste est également président du club entrepreneur. Donc, pour tous les étudiants qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est avec Baptiste que vous allez avoir un premier contact aussi. Venez nous voir, on est une grosse communauté d'entrepreneurs du pôle et il y a une super émulsion, donc n'hésitez pas. Et là, aujourd'hui, on va parler de Neftur, plus que du club entrepreneur, qui est ton entreprise à Station F. Donc, je te laisse la parole. Je démarre. Donc, du coup, Neftur, c'est une entreprise que j'ai créée avec 3 associés. On s'est rencontrés à Station F et c'est une start-up dans les NFT. Donc les NFT, c'est la révolution de la propriété digitale, donc en général. Et en fait, on a créé un format, on a créé un format agence. Donc nous, on a vu la révolution arriver, on s'est dit, il y a plein d'entrepreneurs, il y a plein de marques, d'entreprises qui vont se lancer. Il faut que nous, on s'approprie la technologie pour les aider à le faire. Du coup, nous, on est vraiment l'accompagnement et la gestion de vos projets NFT.
Voilà, donc aujourd'hui, lancer un projet NFT, c'est difficile. La technologie, elle est basée sur la blockchain, c'est quelque chose qui est assez nouveau, quelque chose qui est complexe, il y a plein de composantes en fait. Et nous, on va vraiment aider tous nos clients à s'approprier ces composantes-là. Donc il y en a 4 principales. Il y a le côté artistique, donc tous les NFT, ils ont souvent un côté visuel, donc que ce soit de l'art, mais pas forcément des collectibles, mais ça peut aussi prendre des formes de lutte contre la contrefaçon, par exemple. Donc vraiment, on prend tous les projets. Et voilà, donc il y a notamment le côté artistique. Ensuite, il y a la partie technique. Donc là, c'est des smart contracts, c'est de la programmation blockchain, c'est des sites internet, c'est des connexions avec des marketplaces, etc. Donc on s'est approprié toute la technologie. Ensuite, il y a la partie utilitaire. Donc avoir un JPEG sur la blockchain, c'est bien. S'il ne sert à rien, c'est un peu dommage. Donc nous, vraiment, on apporte toute cette réflexion sur qu'est-ce qu'on peut apporter à ces NFT. Donc les connecter en fait au monde réel, au monde physique, dans la plupart des cas. Et ensuite, le dernier point, c'est la partie communautaire. Donc autour de ces tokens digitaux de propriété, on peut vraiment créer des communautés très très fortes. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire, donc soit pour des marques principalement, mais aussi pour d'autres projets. Voilà, donc au niveau de notre roadmap, donc aujourd'hui, on a lancé notre collection NFT. On l'a lancé la semaine dernière. On a fait $250 000 de chiffre d'affaires. Donc c'est un super premier step. Et ensuite, on se dirige vers une plateforme d'automatisation justement de tous nos processus. Voilà. Et en dernier, on crée aussi une plateforme de fan art, donc pour vraiment qu'on va distribuer aux différentes collections pour vraiment accentuer ce côté communautaire. Voilà. Donc on est du coup tous les 4. On s'est rencontrés à Station F et on n'avait pas notre premier projet entrepreneurial. Je vous remercie. Merci Baptiste. Il y a des questions. Ah oui. Avez-vous des questions? J'attends vos questions. Oui, je t'en prie, Paul. Tu travailles sur une blockchain privée ou publique? Ouais, c'est une très bonne question. Alors on est principalement sur des blockchains publiques, donc des blockchains permissionless que tout le monde peut accéder. Maintenant, on n'a pas encore le cas, mais il y a aussi des entreprises qui sont intéressées par des blockchains privées. Maintenant, moi, je suis plus d'avis que la blockchain, la vraie révolution, c'est vraiment la transparence et ce côté public. Donc je suis assez mitigé sur les blockchains privées pour avoir mon avis. Voilà. Il acquiesce, il est d'accord. Oui, je t'en prie. Ouais. Ouais. Ouais, bien sûr. Nous, pour notre projet déjà, donc on est une start-up, on est vraiment une entreprise, on est une agence, donc on a des vrais fondamentaux, on est une vraie entreprise. Donc c'est pour ça que je peux entre guillemets t'assurer que, en tout cas sur le long terme, on ne va pas arrêter le projet. Voilà. Et ensuite, pour tous les projets qu'on accompagne, nous, on fait vraiment une sélection assidue des projets pour vraiment en fait, sélectionner les projets les plus sérieux. Donc, notamment, on est en discussion avec LVMH, avec L'Oréal, avec d'autres grosses marques comme ça qu'on est en fait très heureux d'accompagner parce que c'est déjà des géants aujourd'hui et leur apporter la technologie blockchain, c'est quelque chose qui a du sens. Oui, Guillaume. Ouais, bien sûr. En fait, qu'est-ce qui vous rend légitime à porter un projet dans les NFT? Ouais. Je répète pour que tout le monde entende. Ouais, bien sûr. En fait, assez simplement, les NFT, ça a 3 ans, 4 ans maintenant. Ça a émergé en 2017. Donc au final, on a beau être jeune, il n'y a personne qui a plus de 4 ans d'expérience dans les NFT. Donc ça, c'est un peu notre force. On s'est vraiment approprié la technologie. La blockchain, on est dedans depuis 2-3 ans tous en termes d'investissement. Et on est à fond dedans depuis maintenant facilement 1 an. Et donc voilà, ça c'est notre légitimité et surtout c'est la création de notre projet. Donc on est allé au bout, on a fait tout le processus, on sait ce que c'est. Maintenant, nous, on veut toute l'expérience qu'on a engrangée, on veut l'apporter à nos clients. Merci Baptiste pour cette présentation. Je vais accueillir Dimitri qui porte le projet Hubsmakers. Tiens, je t'en prie. Allez, je te laisse la parole, Dimitri. Ah, dans l'autre sens. 44 milliards. 44 milliards, c'est quoi? C'est 44 milliards de dollars de recettes
dans le DIY en 2017 aux États-Unis. 56%, c'est le taux de croissance des pratiques liées au DIY en France depuis 2021. Bonjour, je me présente, je m'appelle Dimitri Siebert, je suis le porteur et le créateur du projet Hubmaker, qui a pour but de mettre en relation les porteurs de projets et les créateurs possédant des machines qu'on appelle makers. Pour faire un peu mon CV, je suis en première année en école d'ingé à l'ESSILV. J'ai 5 ans d'expérience dans l'impression 3D dans la construction de machines en général et 11 ans de sport de combat. Mais je ne suis pas tout seul. Je suis aussi avec Valentine Lemoine qui va m'aider à tout ce qui est réseaux sociaux et créative. Mais aussi avec Paul Raguet qui va pouvoir me conseiller sur le chemin à prendre pour le web. Aujourd'hui, Hubmaker, c'est quoi? C'est un site en bêta qui est ouvert, qui a fait plus de 30 ventes et plus de 20 makers directement sur le site. On cherche à officialiser l'entreprise et aussi à lancer officiellement le site et aussi à faire une levée de fonds. Du coup, comme je vous disais, on cherche des gens pour nous aider à construire l'entreprise, à régler les problèmes qu'on pourrait avoir au niveau juridique, au niveau financement. Et je vous inviterai à tout simplement me contacter via Instagram ou par mail. C'est le plus simple. Merci Dimitri. Donc Dimitri est quand même passionné d'impression 3D. Il me montrait tous les prototypes qu'il a déjà imprimés avec de la résine qui sont assez incroyables. Et tu vas les avoir sur le stand pour qu'on puisse venir les voir. Bien sûr, bien sûr. Il y a un magnifique Godzilla qui sera présent sur le stand. Il est assez incroyable. Du coup, c'est un Fab Lab en ligne où il y a déjà des makers. On peut déposer les projets. Et voilà, ça fonctionne si vous voulez rejoindre. Avez-vous des questions dans l'audience? Je ne vous vois pas tous. Quelles sont tes prochaines étapes là? Qu'est-ce que va apporter l'alpha par exemple de ton site internet? Alors actuellement on est en bêta, du coup on voulait faire un proof of concept, mais aussi on va lancer l'entreprise et le site officiellement avec toutes les mentions légales et tout ce qui pourrait être protégé. On va aussi essayer de développer plusieurs branches. Sur le tableau il y a marqué Hubmaker Shop qui pourrait faire un Etsy à peu près, c'est l'équivalent d'Etsy. Mais plus orienté maker. On va aussi voir pour, dans le futur, ouvrir une librairie en ligne pour les fichiers 3D, pour pouvoir les déposer tout de suite, toujours soit gratuit, soit rémunéré. Et peut-être, pourquoi pas, se développer directement vers l'impression 3D, la création de machines. Ça, c'est dans le futur. Et est-ce que vous avez des exemples de projets que vous développez plus particulièrement pour vos clients, les 30 ventes que vous avez réalisées? Quels étaient les types de projets? Alors, il y a un petit projet qui m'a fait beaucoup rire. Mon premier projet, c'était une cuillère en or qui m'a fait quand même beaucoup rire. Du coup, on a fait un devis que je lui ai envoyé. Bon, il n'a pas accepté le devis. C'est dommage. Mais aussi, on peut faire des pots pour plantes sèches, par exemple. On peut faire des réacteurs d'avion. C'est pas forcément limité. On a une nouvelle technologie qui est en cours, qui est en plein développement. L'impression 3D qui est vraiment le cœur de cette startup, qui va permettre de réaliser énormément de projets et énormément surtout, on va pouvoir utiliser beaucoup de matériaux différents et beaucoup de formes différentes qu'on va pouvoir créer. C'est déjà bien. Merci Dimitri pour cette présentation. Je vais demander à Lucas de venir nous rejoindre, qui a son projet Kinka. Lucas, qui est étudiant du parcours Startup, qui fait son stage de fin d'études dans sa boîte et qui va nous présenter du coup son projet Kinka. Tu as le retour écran juste là pour voir les slides. Alors bonjour à tous. Je vais vous demander de garder le silence pour les pitchers. Merci. Alors je m'appelle Lucas, je suis en 5e année à l'ESSILV, en école d'ingénieur, et je vais vous parler d'un problème, organiser des sorties entre amis. Alors oui, c'est souvent compliqué, on n'habite pas tous au même endroit, on ne connaît pas forcément la ville où on est, je pense aux premières années qui sont là, qui n'habitaient pas forcément en région parisienne. On n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt, on n'a pas tous les mêmes budgets, donc c'est souvent une galère. On cherche des trucs sur WhatsApp, sur Google, on crée des groupes WhatsApp, des groupes Messenger. Donc moi je vous propose Kinka comme solution au problème.
Donc Kinka, c'est quoi? C'est une application de smartphone avec laquelle on peut créer un groupe d'amis hyper facilement, juste avec le numéro de téléphone de ses amis. Une fois le groupe créé, on aura une map avec tout le monde affiché sur la map, de manière à localiser tout le monde et à avoir une zone géographique délimitée précise. Après une analyse d'une IA de chaque profil, ça va proposer une activité qui correspondra à tous, en fonction de l'horaire souhaité aussi. Si on propose quelque chose à midi ou quelque chose à 20h, ça ne proposera pas la même chose. Ensuite, on aura accès à une messagerie privée, où on pourra faire un sondage de manière à se décider facilement et clairement de qu'est-ce qu'on fait et quand on le fait. Et peu avant l'événement, on recevra une notification pour avoir l'itinéraire et on pourra voir l'avancement de ses amis sur cet itinéraire de façon à ne pas se retrouver dans la situation du « oui, j'arrive dans 5 minutes » et en fait, je suis sous la douche. Donc, les prochaines étapes, c'est quoi? Aujourd'hui, je suis en plein dans l'élaboration du MVP. Il me restera à le tester, récupérer le maximum de feedback possible pour sortir une version finale et l'application. En parallèle de tout ça, j'essaye de créer une communauté sur les réseaux sociaux de manière à avoir une base d'utilisateurs, de futurs utilisateurs solides. Et enfin, trouver des partenaires pour tester le business model avec des professionnels. Merci Lucas. Avez-vous des questions? Oui. Comment vas-tu monétiser ta solution Kinka? Alors, j'ai plusieurs solutions. Soit par la réservation en ligne. Par exemple, si je fais un bowling avec des amis, les gens pourront directement réserver via l'application et du coup, je prendrai une com. Ou alors, par le référencement des professionnels. En fait, les professionnels paieront pour être plus mis en avant ou pas. Donc du contenu sponsorisé pour qu'ils apparaissent en tête? C'est ça. Ok, très bien. Quand est-ce que tu penses développer l'application? C'est quoi ta timeline? Alors j'aimerais bien, d'ici cet été, pouvoir lancer l'application sur le Play Store et l'Apple Store, de manière à tester pendant l'été, par exemple quand on part en vacances ou autre. Oui. Est-ce que tu développes en native ou tu passes par des CMS d'applications? Je passe par des logiciels no-code pour aller plus vite et avoir un truc plutôt joli. Ah, est-ce que tu peux donner des conseils peut-être alors à notre audience s'ils veulent développer des applis en no-code? Alors j'utilise Bubble.io pour faire mon MVP, du coup c'est une web app. Et du coup l'application finale, je vais utiliser Aldo, qui est pareil, un logiciel en ligne. Et tant qu'on y est, si jamais il y a quelqu'un qui est bon en design pour faire un truc joli, parce que les applications ça marche toujours mieux quand c'est joli, je suis preneur. Ok. L'UX, c'est très important pour la fluidité d'une application et il y a le design et il y a surtout l'expérience utilisateur. Merci Lucas pour cette présentation. Je vais accueillir Christopher. Ah, c'est bon, je vois. Christopher, Jean et Nicolas à venir présenter leur projet. Tiens. Je ne sais pas qui va présenter, mais... Ok, bah, je vais vous laisser 2 micros. Donc, ils vont présenter Mon Château, qui a changé de nom. Du coup, la slide d'après, c'est votre nouveau nom. Ça fait la surprise pour le nouveau public. nom, là. Ok, Ouais. Bon, bah, vous aurez la surprise alors. Avant de commencer, on va réaliser une petite expérience. Je vais vous demander de tous fermer les yeux. Une fois que vous avez les yeux fermés, prenez 3 secondes pour vous détendre et imaginez un château majestueux, illuminé par un soleil. Au sein de ce château, il y a des personnes qui ont les mêmes valeurs et les mêmes envies que vous. Maintenant, enregistrez bien cette image. Vous pouvez rouvrir les yeux. Et votre château, c'est Castle Lane. Donc en France, de nombreux châteaux sont laissés à l'abandon et sans propriétaire. En effet, acheter un château coûte énormément d'argent, énormément de rénovation. Et chez Castle Lane, on a trouvé la solution. On va racheter des châteaux, on va les rénover pour ensuite les transformer en copropriété. Donc chaque copropriétaire aura, en échange d'un achat d'une part, aura accès à 44 jours par an de chambres au sein de ce château. Vous n'aurez plus à vous occuper de l'entretien et de tout le côté administratif. Ça, c'est une chance.
Et en plus d'avoir accès à ce château et de le posséder, vous aurez aussi accès à une communauté qui, elle, sera grandissante, qui est composée d'entrepreneurs et de digital nomades, dont vous pourrez échanger et avoir de nouvelles opportunités. Donc par la suite, avec l'expansion de mon château, notre projet pourra s'attaquer au marché d'autres pays. Donc vous accéderez alors à un réseau de personnes, de propriétaires, où chacun pourra voyager et partir à la découverte de nouvelles cultures. Mais mon château, ce n'est pas simplement du coup une maison secondaire, c'est un état d'esprit, des rencontres, des échanges, parce que cet aspect communautaire, il est vraiment au cœur du projet pour nous faire partie d'une communauté qui rassemble et qui partage surtout un amour commun de son patrimoine. Une minute, d'accord. Donc, en ce qui concerne l'état d'avancement, nous sommes actuellement en train de travailler sur tout ce qui est business model, ainsi que sur la partie juridique, car c'est la partie qui est la plus floue pour nous. Ce qui nous amène à nos besoins. Nous avons besoin d'un mentor qui a une spécialité dans le domaine de l'immobilier, enfin, spécialement dans les belles demeures, ainsi que pouvoir discuter avec des experts de la copropriété et de la rénovation de bâtiments historiques. Et si quelqu'un dans cette salle connaît Stéphane Bern et veut nous mettre en relation avec lui, ce serait pour nous la cerise sur le gâteau. Voilà. Tu peux garder le micro. J'allais justement parler Stéphane Bern, c'est un peu le spécialiste des châteaux. Du coup, tu rends l'immobilier accessible, les châteaux accessibles à tout le monde, quoi. Avez-vous des questions, chers membres du jury, le public? Julien? En gros, pourquoi 44 jours? Parce qu'en gros, c'est la moyenne de temps. Ok. En gros, c'est la moyenne de temps que passent les Français dans leur maison secondaire. Et donc, nous, on distribue ça selon un planning, ce qui fait que le château est tout le temps rempli. Comment vous allez gérer la répartition des vacances d'été, principalement? En gros, pour les vacances d'été, déjà, nos futurs potentiels clients, ce n'est pas forcément des personnes qui ont des familles et beaucoup d'enfants. C'est plutôt des personnes qui travaillent dans la tech, qui ont entre 27 et 40 ans, qui travaillent à distance. Et donc, ce sera aussi un lieu de travail en plus d'un lieu de relaxation. Merci. Allez, David, ça change. Vous pouvez répéter la question, je ne l'ai pas très bien comprise. En gros, par rapport à ça, pour l'instant, c'est encore assez flou, je vous avoue. Mais déjà, avant de pouvoir acheter ce château, il y a tout un process de recrutement pour voir si cette personne fit bien avec la communauté. Parce que la communauté, c'est vraiment le gros du projet. Et donc, si cette personne ne fit pas, dommage, mais on va forcément avoir des litiges. Je pense que c'est sûr. Et pour l'instant, on n'a pas encore la réponse. Voilà. Élodie? Les digital nomades, c'est plutôt des espaces de coworking dont ils ont besoin. Bah, je pense que ça, c'est actuellement, ils ont besoin. Enfin, il y a un an, ils avaient besoin de ça, mais avec le Covid, de plus en plus de gens ont envie de partir en campagne. Et donc, personnellement, passer le Covid dans un appart à Paris et aller au coworking, c'était même pas possible. Alors que là, j'ai mon château, j'ai un parc énorme, j'ai des endroits pour travailler et je suis au sein d'une communauté qui est innovante et qui me motive. Donc, je serai encore plus productif. C'est vrai. Est-ce que ces tokens immobiliers, est-ce qu'on va pouvoir les revendre? Est-ce que ça aura pris de la valeur? Combien de temps en moyenne on garde son token du château? En fait, là, c'est pas encore très clair, mais en fait, on va vendre un droit d'utilisation. Donc, c'est comme les logiciels.
Donc on va pouvoir vendre un droit d'utilisation sur 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et en fonction de ça, les personnes pourront revendre leur droit d'utilisation à quelqu'un d'autre sur une marketplace secondaire. Merci les garçons pour votre présentation. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de mains qui se levaient. Vous pouvez leur poser vos questions à leur stand juste après. Je vais accueillir Arwen, qui a récemment intégré le De Vinci Startup avec son projet. Tiens, pour passer tes slides. Et donc, le projet s'appelle P2C et c'est prévention de commotion. Donc, je te laisse la parole, Arwen. Et tu as les retours des slides ici, là, sur l'écran. Merci. Donc, bonjour à tous. Comme on l'a dit, je m'appelle Arwen. Moi, je suis une grande joueuse de rugby. Ça fait maintenant 5 ans que j'en fais. Si je vous parle du rugby, c'est parce que ce projet est né grâce à ça aujourd'hui. Donc, comme on vient de le dire, P2C, c'est la prévention des commotions cérébrales. Les commotions cérébrales résultent généralement d'un traumatisme crânien. Les traumatismes crâniens, on n'en parle pas assez, mais c'est quand même quelque chose d'assez grave. Ça va être un handicap pour certaines personnes à vie. Donc moi, si j'en parle aujourd'hui, ça va être dans le milieu du sport. Bien évidemment, on peut avoir un traumatisme crânien qui résulte d'autres choses, mais là, c'est dans le milieu du sport. Il existe 2 types de traumatisme. Le traumatisme léger, on ne va pas faire grand-chose, et le traumatisme modéré, voire sévère. Moi, j'en ai eu un. Et là, c'est une hospitalisation directe. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas dire sur l'instant T si le choc qu'on a reçu est un traumatisme léger ou un traumatisme sévère. Je vous présente Nicolas Chauvin. Nicolas Chauvin avait 18 ans. Il est mort lors d'un match de rugby après avoir reçu un choc à la tête. On a pensé qu'il n'avait rien et malheureusement, c'était assez grave. Donc, il faut savoir que ce n'est pas le seul. Si on avait pu savoir ce qu'il avait, on l'aurait tout de suite soigné, on aurait pu protéger donc, ce qu'on appelle les cervicales. Je ne vais pas rentrer dans le médical, mais voilà. Et ce n'est pas le seul. Cette semaine, il y en a encore eu 3 d'à peu près 20 ans à qui c'est arrivé. La solution, c'est P2C. Ici, c'est appliqué au rugby parce que je connais ce sport. Ça va être un casque technologique et connecté, et c'est un appareil qui va mesurer les chocs. Moi, ce que j'aimerais, c'est appliquer P2C à d'autres sports, comme la Formule 1, la boxe, la moto, le ski ou le foot US, ou encore d'autres, parce que le rugby n'est pas le seul cas où ça peut arriver, et on a besoin de prévenir ces chocs pour même sauver des vies. Donc si vous êtes intéressés, venez me rejoindre. Merci Arwen. Oui, Hélène. Est-ce qu'il y a un travail de sensibilisation au port du casque pour les joueurs de rugby et les joueuses? Il y a déjà une campagne qui a été lancée pour ma part dans la plupart des équipes féminines où j'ai pu jouer, donc comme le Stade Français. Il y a plusieurs endroits où j'ai essayé. Moi, je porte un casque. Ça a été compliqué, même pour moi, de le porter. Ce que j'aimerais faire, qui va être sur une partie plus technologique, et je travaille dessus avec le DVIC, c'est de créer un casque de A à Z. Peut-être pas autant ressemblant que le casque de rugby qu'on a aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il est très gênant, qu'on a souvent les oreilles de chou-fleur, que c'est pas quelque chose d'assez pratique. Et donc on aimerait créer quelque chose de A à Z avec tous les composants, parce que malheureusement, les composants, il faut quand même qu'ils soient petits, qu'ils aient un certain indice de protection, etc. Et tout ça, on veut le faire de A à Z pour avoir un casque plutôt agréable à porter, plutôt que ce qu'on a aujourd'hui dans le monde du rugby. Oui, Louise. Moi, malheureusement, ce projet, donc, je l'ai commencé que l'année dernière au lycée, donc avec ce que j'avais et ce que le Covid me permettait d'avoir. Je suis un peu toute seule là-dessus, c'est pour ça que je cherche beaucoup de partenaires parce que je suis toute seule, je suis en bachelor, donc j'ai peu de bases et j'ai aucune idée du prix pour l'instant parce que j'avoue que je ne me suis pas vraiment penchée sur la question, je suis restée sur l'aspect technologique et il me reste encore un long chemin à faire avant d'y arriver. Oui, Jeanne. Quel prix pour sauver des vies, hein? Est-ce qu'il y a vraiment un prix à mettre? Ouais, c'est vrai.
Ouais, j'ai vu ça cette année, mais j'ai... Ouais, on va spammer les gens qui travaillent chez GMF sur LinkedIn. C'est la prochaine stratégie. Mais voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Arwen. Je vais accueillir Rémi. Ah. Tiens. Et tiens la télécommande. Et tu as le retour écran ici. Donc Rémi a monté l'entreprise War Legend et il va nous la présenter maintenant. Bonjour à tous, je m'appelle Rémi, je suis en première année à l'ESILV. Donc vous allez vous dire peut-être que j'ai pas forcément le temps de créer mon entreprise, c'est pas faux. Heureusement pour ça, on est 4 associés à avoir créé War Legend et aussi, c'est pas tout récent. Du coup, on va revenir en 2018. C'était à l'apogée de Fortnite, ça commençait à peine et ça a touché plus de 100 000 joueurs. Donc à l'époque, les joueurs avaient de plus en plus d'intérêt pour la compétition et surtout, la plupart des autres jeux en ligne avaient déjà une compétition très forte. Mais sur Fortnite, il n'y avait rien. Même pas de communauté. C'est pourquoi on est arrivé et on a essayé de créer des outils pour permettre à la communauté d'organiser leurs propres tournois en ligne. Donc le problème de ces choses-là, c'est que Fortnite, c'est pas fait pour ça à la base. Donc forcément, c'était très difficile. On a dû faire beaucoup d'outils qui étaient plutôt complexes. Et surtout, quand on est dans un jeu aussi compétitif, aujourd'hui, la technologie, elle a des limites. Et le fait de faire tourner une application sur le PC d'un joueur, ça peut lui baisser ses performances et donc impacter son niveau. C'est pourquoi on a créé War Legend System, ou WLS. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un site très simple d'utilisation, gratuit. En plus, on a une application à côté du site. Alors, comme j'ai dit précédemment, le critère, c'est surtout le faible impact sur les performances du joueur. Et ça, on y arrive plutôt bien. Mais aussi, on a un des aspects assez importants de notre plateforme, c'est la flexibilité. Parce que aussi bien on vise le grand public, n'importe qui, un élève par exemple qui veut créer un tournoi dans son école, mais on vise aussi les entreprises. Par exemple, Société Générale, qui nous ont fait confiance il y a l'année dernière pour faire des tournois. Alors pour le coup, c'était un tournoi avec tous leurs employés à travers le monde. Et c'était très marrant. Mais donc voilà, un des aspects très importants de notre plateforme, c'est qu'on permet d'avoir des solutions personnalisées pour les entreprises, en plus d'avoir aussi l'accès pour n'importe qui. Donc aujourd'hui, notre audience, je vais finir rapidement, c'est plus de 600 000 utilisateurs inscrits sur le site. Bon, on a plus de 200 organisateurs réguliers qui chaque mois organisent leurs tournois sur la plateforme aussi. Et je finirai par qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Mais évidemment, c'est se diversifier sur les jeux qu'on a. Et donc, si vous êtes développeur, on recrute. Donc n'hésitez pas. Voilà. Oui, Louise. Est-ce que tu comptes partir sur des activités de team building comme pour la Société Générale peut-être Alors jusqu'ici c'est assez rare et surtout le cas de Société Générale c'est arrivé une seule fois, mais c'était très marrant à faire. Donc bien évidemment si l'opportunité se représente, on le fera. Après, de là à aller proposer ça aux entreprises de nous-mêmes, faut voir. Pour moi, je trouve ça très intéressant, mais d'un autre côté, en tout cas, surtout sur Fortnite, c'est pas forcément le jeu le plus adapté, en tout cas pour les employés qui sont parfois pas habitués à ce genre de jeu. Voilà. Oui. Aujourd'hui, on n'est que sur Fortnite. Alors, on a déjà d'autres jeux en préparation, mais oui, aujourd'hui, on n'est que sur Fortnite. Oui. Alors, on a fait aussi bien des tournois en ligne, mais il faut savoir que la plupart des LAN qui ont été joués sur Fortnite, alors il n'y en a pas eu beaucoup ces derniers temps à cause du Covid, bien évidemment, mais la plupart des LAN avaient été organisés par War Legend pour la partie Fortnite, en tout cas en France. C'est
quand même les leaders sur On l'organisation. a même fait en des Espagne, tournois. on a fait pas mal aussi en Espagne. Ouais. Oui. Alors aujourd'hui, notre business model, c'est sur la partie communautaire, donc celle qui est gratuite, c'est sur la pub. On a des pubs qui sont affichées. Donc ça, c'est pas forcément très très rentable pour nous. Et après, on a l'autre partie qui est pour les entreprises, où là, en fait, c'est en fonction du nombre de places qu'ils veulent avoir dans leurs événements, et aussi s'ils veulent des choses en plus, par exemple des intégrations personnalisées. Voilà. Oui. Sur quel jeu on se placerait? Alors, ça dépendrait en fait. Je dirais tout de suite, on travaille déjà sur des jeux, mais je ne peux pas trop en dire plus. Mais je dirais que le choix stratégique, ce serait, en dehors des jeux sur lesquels on travaille déjà, ce serait Valorant, parce qu'aujourd'hui, c'est un jeu qui a une grosse scène compétitive, mais uniquement géré par l'éditeur. Et nous, ce qu'on aimerait, ce serait de fournir les mêmes choses que ce qu'on a fait sur Fortnite. Donc autrement dit, n'importe qui pourrait organiser son tournoi sur Valorant. Et même des entreprises, du coup, qui pourraient ne pas avoir besoin de passer directement par l'éditeur, parce que ça, forcément, ça coûte plusieurs dizaines de millions. Voilà. Merci Rémi pour cette présentation. Pareil, si vous avez d'autres questions pour Rémi, n'hésitez pas à aller le voir sur son stand. Il est quand même très modeste avec son entreprise. Je vais appeler Ecohit à venir sur scène, présenter leur projet. Je vous laisse le pitch. Ah, pardon. Et ici, vous avez le retour. Alors, bonsoir à tous. Nous sommes Ecohit et je vais commencer par vous parler des problèmes qui nous ont menés à développer notre système. Alors, chez les clients, nous avons remarqué pour une grande partie de la population une difficulté d'aller régulièrement au restaurant à cause des prix élevés des plats, évidemment. Quant aux restaurateurs, deux problèmes ont été soulevés. Une impossibilité certains jours de la semaine moins mouvementés de remplir leur restaurant, ainsi qu'un no-show trop fréquent qui leur fait perdre beaucoup d'argent. Alors, nous avons pris tout cela en perspective et décidé de mettre en place un système qui puisse bénéficier aux deux parties, ainsi qu'à nous, évidemment, à l'aide d'une plateforme en ligne qui permet aux clients de réserver des tables de restaurant. Alors, pour les restaurateurs, il s'agit les jours de la semaine moins mouvementés, où ils ont l'habitude d'avoir X tables qui restent vacantes, de les mettre à disposition sur notre site. Et grâce à une réduction attractive sur l'addition finale, nos clients, enfin les utilisateurs de Ecohit, vont pouvoir réserver ces tables-là et donc remplir les restaurants en question. Alors, du coup, les restaurants, ils n'ont rien à perdre, puisque en plus, Ecohit ne prend aucun pourcentage dans la transaction client-restaurateur. Pour les clients, alors, c'est totalement simple. Il suffit d'aller sur notre site et de réserver leur table du restaurant de leur choix, tout en bénéficiant d'une réduction allant de 30 à 50%. La seule chose qui leur est demandée, c'est de payer un ticket de réservation de l'ordre de 3 €, qui donc est un gage de sûreté pour les restaurants, ainsi qu'une source de revenus pour Ecohit. Alors nous sommes un bébé projet. Jusqu'à présent, nous n'avons pas fait énormément de choses. Nous avons lancé des sondages pour avoir un premier retour du côté des clients et du côté des potentiels restaurants partenaires donc pour notre projet, savoir ce qu'ils en pensaient, ainsi que mener quand même une dense étude concurrentielle. Nous avons lancé également nos réseaux sociaux pour avoir une première base de clientèle et nous sommes en train de développer notre MVP, qui est un site web et qui est presque totalement finalisé. Nos besoins pour la suite, c'est plus de visibilité, notamment sur notre page Instagram. Pour le jour où notre site soit lancé, on ait un maximum d'utilisateurs prêts à l'utiliser, ainsi que de trouver davantage de restaurants partenaires pour justement satisfaire les besoins de nos utilisateurs. Enfin, nous cherchons aussi à développer un peu plus tard une application mobile. Merci. Merci Ecohit. Avez-vous des questions? Oui, vas-y Thomas. Quelle est votre différence avec une application comme La Fourchette? Justement, en fait, la différence avec La Fourchette, c'est que La Fourchette, eux, ils prennent une commission en fait sur le paiement. Et en gros, les clients, en payant le restaurateur, il va aussi reverser une partie à la Fourchette. Et on a eu beaucoup de retours des restaurants qui disaient que La Fourchette
était de plus en plus embêtant parce qu'il les incitait en fait à leur donner plus. Et en plus, pour être présent sur leur site, il faut payer, donc un peu un système d'abonnement, alors que nous, en fait, ils n'ont rien à perdre. Nous, c'est totalement gratuit. On leur propose juste d'être présent sur notre site contre du coup, la réduction qui va directement au client. Si je peux juste compléter quelque chose, c'est que la fourchette, la plupart du temps, gère l'ensemble des réservations de restaurants. Nous sommes là juste pour combler. Donc on peut venir même en complément de la fourchette les jours de la semaine où justement il y a moins de mouvements et il y a moins de tables qui sont prises chez les restaurants. Vous connaissez le guide ultime? Parce que moi, je compare souvent à ça. Non? Oui. Ouais. Si. Mais pour moi, c'est un peu entre la fourchette et le guide ultime, une manière de le comprendre peut-être. C'est vrai, sauf que le guide ultime, déjà, il faut un abonnement pour pouvoir avoir accès aux promotions. Ce n'est pas notre cas. Et en plus de ça, si je ne me trompe pas, le guide ultime, c'est vraiment très ponctuel. C'est un restaurant par semaine, plus un bar, un truc comme ça. Et nous voulons vraiment diversifier et proposer un maximum de restaurants sur notre site. On prend tous les bénéfices de guide ultime, tous les bénéfices de la fourchette et ça donne égo. Exactement, c'est ça. Merci pour la présentation. Merci à vous. Ah, il y avait une dernière slide. Je vais appeler Studio Paul et Mathis à venir sur scène. Ouais. Tiens. C'est elle pour passer, ouais. Tiens, et tu as le retour écran. Ouais. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Pour le créateur, une œuvre d'art, c'est un moyen d'exprimer ses idées, ses émotions à travers un médium. Le médium, pour Dali, c'est la peinture et ça lui permet d'exprimer son extravagance. Mais pour le spectateur, l'œuvre d'art, ça permet de faire une introspection à travers ses sentiments. Moi, quand je suis triste, j'écoute Dalida, par exemple. C'est pour ça que notre objectif, c'est de sublimer cette expérience artistique. Comment on va le faire? En créant une symbiose entre ces médiums et en créant une symbiose entre nos sens. Ce que nous avons pensé, c'est l'artiste artificiel. Lui ne ressent pas, mais son pouvoir est de créer cette symbiose justement entre les médiums. Il puise l'énergie d'une œuvre, le propos de l'artiste, et la retransmet à travers un autre médium pour le spectateur. Eulalie, notre première artiste artificielle, tire son inspiration, analyse une musique, ses voix, ses instruments, ses percussions, mais aussi ses notes et son style, son année, et y associe des mouvements, des couleurs, des formes. Elle crée ainsi une sculpture vivante. Une image vaut 1000 mots, petit visuel. Voilà, on pourra vous montrer des visuels plus tard. On a un site web que vous pourrez consulter. Donc aujourd'hui, avec Eulalie, on est sur la V06 et on cherche à la rendre une artiste de renom international. Et ce, en élargissant sa communauté à travers différents canaux d'acquisition, notamment les réseaux sociaux, des événements live et des expositions. C'est pourquoi on a besoin d'une équipe et de fonds pour développer la visibilité, la communication et le marketing du projet. Merci. Je suis désolée que le son sortait de mon ordi, on n'a pas réussi à le brancher sur les enceintes, mais contactez-les pour faire une démo, hein, parce que c'est assez impressionnant comme Eulalie crée justement cette onde sonore et cette image. Oui, Louise. Alors effectivement, comme il y avait sur la slide d'avant, on a des événements live et des expositions, mais nous, le produit final qu'on aimerait créer, ce serait une œuvre numérique. Et donc, en fait, cette œuvre numérique serait un NFT unique pour chaque musique. Ok, moi j'ai une question parce que je n'ai pas encore la réponse. Quel est votre événement de samedi? Samedi, on fait un événement qui est organisé par un collectif qui s'appelle Frappe. C'est vers Gare de Lyon. C'est un événement qui mixe le hip-hop, le rap et la friperie, parce que c'est deux univers qui sont assez reliés. Et donc, on va pouvoir présenter notre premier visuel live et samedi. Voilà.
Bah, félicitations. Merci déjà. beaucoup. Ouais, On peut c'est venir super. Je crois que malheureusement l'événement est complet, Mince. mais peut-être que vous pouvez passer une tête vers 18h, parce que c'est dans le lieu est séparé en deux parties, la partie concert et la partie galerie, là où il y aura la fripe et nos visuels. Donc si vous passez vers 18h, je pense que ce sera possible de jeter un coup d'œil. Et je me permets de poser la question aussi, qu'en est-il du display? Alors, on a un projet qui est le display, qui serait de créer un écran, enfin un support pour les œuvres numériques, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a, les écrans, ça ne met pas vraiment en valeur ce genre de création, les créations digitales qu'on a pu voir émerger ces derniers temps. On a été en contact avec Romain, qui est passé tout à l'heure, pour réfléchir à comment on pourrait proposer autre chose. Aujourd'hui, le projet n'a pas été encore lancé, développé, mais dans le cadre de notre big picture, on aimerait pouvoir le faire un jour et proposer un support vraiment adapté à ce genre d'œuvre. Merci. D'autres questions? Super, merci Mathis et Paul. Merci. On accueille Léo avec Spin for It. Et c'est l'avant-dernier pitch. Bonsoir à tous. Donc, je suis Léo, je vais vous présenter Spin for It. Donc, souvent, peut-être vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, vous êtes avec vos amis, votre famille, et vous ne savez pas où manger. Nous, justement, pour parer à ce problème-là, on a créé Spin for It. Donc, on est une équipe de 10 personnes. On a commencé, je reviendrai dessus après, mais on a commencé le projet en 2019, donc ça fait déjà un petit moment qu'on est là. Avec Spin for It, vous pouvez retrouver de l'actualité. Donc en fait, si vous ne savez pas du tout où manger, vous pouvez découvrir des plats et des restaurants partout dans Paris et en Île-de-France. Avec la roue, donc c'est un système simple et rapide auquel vous ajoutez en fait vos plats et vos restaurants favoris. Et en fait, la roue vous donnera un choix aléatoire parmi votre sélection. Et en fait, on a aussi des offres partenaires. Donc, on propose des offres gratuites, donc des réductions ou même en fait justement via une roue des promotions, des cadeaux. Donc voilà. Donc on a commencé en 2019. Donc j'ai eu l'idée et avec mon designer Namakan, on a créé justement toute l'identité graphique, etc. Ça a pris à peu près un an. On a commencé le développement en 2020. On a eu une première version. En 2021, on a eu le premier prototype fonctionnel qu'on a lancé sur les stores. Et aujourd'hui, en 2022, on a lancé l'application en janvier. Elle est 100% gratuite et vous pouvez la télécharger tout de suite. Et là, on va sur 2023. Et justement, il manque un slide. Bon. Je suis navrée. C'est pas grave. C'était nos besoins. Donc, on est actuellement à la recherche d'une levée de fonds. Donc, justement, pour propulser Spin for It, on est déjà à 3000 utilisateurs. On a un taux de conversion de 45%. Donc l'application marche plutôt pas mal. On veut créer donc deux nouvelles marques, Pay for It et Spin for It Partners. Donc Spin for It Partners qui va permettre aux restaurateurs en fait de pouvoir mettre en avant leur restaurant via l'application. Donc en fait avoir une sorte de boutique en ligne directement sur Spin for It. Et avec Pay for It, un nouveau système innovant qui va permettre justement, comme un peu Sunday App le fait actuellement, d'éviter justement le moment entre guillemets un peu fatigant d'attendre que le serveur vienne pour nous encaisser. Et tout ça en fait lié à notre système de promotion où vous pourrez donc recevoir des cadeaux dans nos restaurants partenaires. Donc voilà Spin for It, je vous invite à la télécharger et merci. Merci Léo. Avez-vous des questions? Oui, David. Quel est le taux d'utilisation aujourd'hui? C'est ce que je dis tout à l'heure, donc on est à plus de 3000 téléchargements et on a un taux de conversion de 45%. Donc le week-end, on a des pics assez élevés puisque dans nos restaurants partenaires, donc là on compte en fait 10 restaurants partenaires où on teste nos solutions. D'ailleurs, sur le stand tout à l'heure, je pourrais vous distribuer des codes promotionnels. Merci. Et donc voilà, donc le week-end, on est aux alentours des 800 utilisateurs et en semaine, on tourne entre 200 et
200 et 1500. En fait, ça varie en fonction des semaines. Et Voilà. quelle est votre stratégie pour récupérer un maximum de restaurants partenaires? Alors justement, donc, on va les voir. Pour le moment, on va les voir. On a pas mal de contacts dans la restauration parce que nos équipes en fait viennent du milieu de la restauration. Et donc en fait, on passe par Instagram, on fait de l'emailing, etc. Voilà. Quelque chose d'assez classique. Et en fait, étant donné qu'on demande 0 € en fait aux restaurateurs pour le moment, en fait, ils marchent tous avec nous. Et on a d'ailleurs un partenaire à la Défense dans les 4 temps qui s'appelle Jumbo. Je vous invite à aller voir. Donc, Super. voilà. Et vous avez une zone géographique peut-être de Ouais, restaurants? alors oui, on est vraiment dans toute l'île de France. Pour l'instant, nos locaux sont sur Argenteuil. Et justement, cette levée de fonds va nous permettre de créer notre structure. Parce qu'actuellement, on est dans un groupe. Et voilà. Merci. D'autres questions? Oui. Comment? Le taux de conversion est basé sur quoi? Alors, c'est donc les chiffres Apple et Google. Donc, en fait, on a les statistiques qui nous donnent chaque semaine. Ok. À creuser ce sujet, est-ce que c'est la récurrence des utilisateurs? Alors, c'est la récurrence des utilisateurs, justement. Alors, on a, sur les 3000 téléchargements, on a 2850 exactement utilisateurs inscrits. Voilà. Et donc, c'est sur ce chiffre-là que Apple et Google se basent, en fait. Très bien. Voilà. Merci Léo pour ta présentation. Merci. Et je vais accueillir la dernière équipe. J'attends impatiemment votre pitch, du coup, parce que j'ai tout suivi sur Instagram. J'ai hâte de voir. Tiens. Est-ce que vous avez besoin d'un deuxième? Non, c'est comment pour passer? Ouais, parfait. Donc je laisse la parole à TBDG avec Édouard Clément et Alexandre. Bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être là ce soir. On va essayer de faire rapide, après il y a les cocktails. Nous, ça nous connaît plutôt pas trop mal les cocktails en vrai. Du coup, pour vous parler de TBDG, nous, on est parti du constat qu'il y avait des jeux de soirée, que c'était super et que ça nous permettait de nous rapprocher, sauf qu'il y avait des problèmes avec ces jeux de soirée. C'est que ces jeux de soirée, ils étaient répétitifs et frustrants à de nombreux égards, nombreux aspects. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, il faut absolument qu'on les change, il faut absolument que ces jeux de soirée qui sont super cool, super bien, qu'on adore, qu'on entre dans une autre dimension. Et on ne parle pas du métaverse. Donc nous, on vous propose un jeu de soirée propulsé par la communauté. Quand on vous dit propulsé par la communauté, ça veut dire que c'est les joueurs qui proposent leurs défis dans l'application, afin de créer des défis infinis et non répétitifs. Bonsoir. Du coup, en étape d'avancement pour l'instant, on est en plein développement donc, du MVP de l'application. Donc là, on est en train de créer tout ce qui est maquette, on a fait pas mal de tests. Donc là, on commence à avoir un truc qui ressemble à quelque chose et on est en train donc, de développer avec Alex juste ici. On est aussi en construction de la communauté. Donc là, on est en train de créer des posts sur Insta, des TikTok. On est en train d'essayer d'avoir un petit peu d'engagement en fait. Et donc, ce dont on a besoin en particulier, c'est donc de visibilité, en fait, de traction, de personnes qui testent l'application, qui testent le jeu, qui nous font des retours. Voilà, c'est principalement de l'engagement dont on a besoin. Merci. Merci. Avez-vous des questions pour TBDG? Oui, Guillaume? C'est vrai. C'est vrai, on avait peut-être raconter l'anecdote quand même. C'était BA13, c'était ça, BA13, qui est un type de ciment pour faire des cloisons dans le bâtiment, pour ceux qui connaissent. Ouais, en fait, tout le concept de l'application réside sur le fait de proposer des défis, que ce soit communautaire. Et en fait, durant cette semaine, nous, on a essayé à mort de jouer la carte des réseaux sociaux, de la communauté, et on a dit à notre communauté, maintenant, il faut nous proposer des défis. Et le défi qu'on a sélectionné, c'était placer BA13. Bon, là, on n'a pas forcément trop réussi. En même temps, BA13, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Donc voilà, donc, on vous attend dès qu'on lancera le projet. Vous pouvez déjà nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On vous attend. Et vous avez déjà une grosse communauté alors sur les réseaux? Là, on est 100, c'est pas mal, non? Ouais, c'est pas mal. En tout cas, pour le concours de vote, ça a bien marché, quoi. Vous avez attiré du monde avec vos défis. On n'a pas blagué, contrairement aux défis. Oui, je t'en prie. Pardon.
Comment allez-vous gérer la modération? En ce qui concerne la modération, on y a réfléchi et pour l'instant, on va modérer tous les défis en interne. Quand on parle de modération, c'est pour les contenus aussi qui peuvent être dangereux, qui peuvent être discriminants. Enfin, il y a plein de problèmes, mais c'est aussi pour corriger tout ce qui peut être orthographe, grammaire, etc. Pour ne pas perdre le défi, mais pour que le défi soit clair pour les autres utilisateurs. Donc, pas le dénaturer, mais le rendre compréhensible et du coup fun à jouer et à faire. Franchement, pour vous défendre, il y a aussi tous les jeux Blanc Manger Coco et compagnie qui sont hardcore en termes de contenu et ils existent sur le marché et ils sont ultra vendus. Donc, je ne sais même pas si la modération, c'est un vrai problème. Je pense qu'il y a des choses quand même à faire. Il faut faire attention. Après, voilà, pourquoi pas dans le futur regarder avec des juristes ce qui est possible et ce qui n'est pas possible de faire. Il y avait des questions? Oui, tout à fait. Pardon? Quel est votre business model? Effectivement, on n'en a pas trop parlé, mais notre business model, c'est la publicité. Donc en fait, ce sera intégré dans l'application. Pour le moment, on veut juste intégrer des régies publicitaires classiques, savoir du Facebook, du Google, que ce soit le moins intrusif possible, parce que c'est ça aussi un des gros problèmes qu'on a avec les autres applis et qui est très frustrant, c'est la publicité. À terme, nous, on veut faire des défis qui sont avec des marques. Ça veut dire, demain, on peut voir, par exemple, Red Bull qui va nous proposer des défis qui sont très dans l'événementiel, etc. Et dire, voilà, les défis Red Bull avec TBDG, qu'est-ce que c'est? C'est 10, 20 défis qui seront proposés aux joueurs. Et comme ça, nous, on pourra faire des événements dans l'application avec ces marques-là. Oui. C'est une très bonne question. C'est le premier défi. Il a tout suivi ou pas? TBDG, je vous laisse deviner. Faites-moi une proposition. Bon, les propositions sont à amener sur le stand alors? Pourquoi pas? Mais effectivement, ouais. Tu veux peut-être dire, non? Ah ouais? Qui? Voilà. The best drinking game. On comprend l'objectif final. Merci pour votre présentation. Merci à tous. Merci. Alors, on vient d'écouter tous les pitchs des startups. Alors, le jury, n'utilisez pas ce QR code, vous avez reçu un autre lien par mail. Normalement, Julien vous l'a envoyé avant le début de la conférence, parce que là, c'est le lien pour voter pour la startup coup de cœur du public. Donc, il y a eu beaucoup de votes. Là, on comptabilise plus de 1600, 1700 votes, je crois. 1600, Julien me dit à l'oreillette. Donc, ça a été un combat acharné entre les 16 startups. Les membres du jury, je vous invite à voter également pour votre startup préférée. Donc, vous allez élire le prix du jury. Tout le monde a voté dans le public pour sa startup préférée, maintenant que vous avez entendu tous les pitchs? Je vois que le jury est extrêmement concentré pour voter, puisque c'est eux qui vont vous accompagner à la suite du Grand Prix du jury et du prix coup de cœur. C'est terminé les votes? Ça y est, c'est clos? Tu me le dis à l'oreillette alors, qui gagne? Non, c'était pas. J'ai pas préparé la slide avant. Attends, on laisse jusqu'au dernier moment pour voter. Je peux pas prédire la slide. Ce serait trop injuste. Bon, j'ai le vainqueur du prix coup de cœur. Le vainqueur du prix coup de cœur va avoir un accompagnement du Catalyseur, de la CCI, du Réseau Entreprendre, de Mouv'J. J'ai mis tous les diplômes à la fin pour vous les présenter. Vous êtes prêts? À 40 votes d'écart entre le premier et le deuxième. Le premier a eu plus de 400 votes. Il s'agit de Ecohit. Yeah. Bon, comment vous avez fait? Vous avez fait comment pour avoir autant de votes? Appel au réseau, c'est bien. Et TBDG, juste derrière, vraiment à 40 votes d'écart. Mais on vous préparera quand même une petite surprise, on en discute après, parce que quand même, c'était vraiment très serré. On ne va pas vous laisser sans rien. Je vais inviter Jeanne à me rejoindre sur scène, ainsi que peut-être les membres du jury, si vous avez fini de voter.
puisqu'on va annoncer le prix du jury, et c'est Jeanne qui va pouvoir le remettre. Jeanne, c'est les derniers instants de la conférence, ensuite on va pouvoir aller boire un coup. Jeanne est une chef d'entreprise serial entrepreneuse depuis quelques années maintenant. Elle nous accompagne à De Vinci Startup, elle est marraine d'honneur. Quand on était étudiant, Jeanne s'occupait de notre promotion, donc c'est normal et évident pour nous que ce soit Jeanne qui remette ce prix du jury. Je vais te laisser faire un petit mot, peut-être aussi sur la journée des droits des femmes, sur l'entrepreneuriat féminin, si tu le souhaites. D'accord. Bon, alors, je vais enlever le masque, vous m'entendrez mieux, mais je ressemble plus tout à fait à... Voilà, j'ai pris quelques années. Merci. Alors que nos jeunes étudiants ont pris du galon et maintenant, donc, bravo, parce que Maëlys et Julien font vraiment des merveilles, je pense, et que vous avez cette chance formidable de pouvoir être accompagnés par des experts. Donc bravo, oui. La journée de la femme, bien, je pense que je suis intervenue tout à l'heure, parce que c'est vrai, messieurs, soyez gentils, quand vous êtes entourés de filles, laissez-les aussi parler et partager ce micro. Voilà. J'ai vu qu'on parlait de droits. J'ai vu une petite affiche tout à l'heure, les droits de la femme. Alors, les droits, c'est bien, les devoirs, c'est bien. En tous les cas, il n'y a pas beaucoup de femmes, il me semble, mais je voulais quand même leur souhaiter bonne fête et leur dire que, eh bien, soyez non pas des victimes, mais des actrices de votre vie, prenez ça en main et je pense que c'est comme ça que vos carrières vont avancer. Je crois que quand on est entrepreneur, c'est qu'on a décidé de se prendre en main et de faire à sa tête, et c'est ça être femme aussi, hein. Voilà. Donc, merci Jeanne. Donc, les membres du jury ont pu délibérer. Je vais aller demander à mon conseiller officiel pour qui le jury a voté. Donc, on remercie les membres du jury pour leur présence ce soir. Donc, il y avait Julien de Pépite Pont, Louise du Catalyseur, Ina du MEDEF, Guillaume de WeRaise Startup, chez qui on était il n'y a pas si longtemps en visite, Paul de Mouv'J, Nathalie du Catalyseur aussi, Paris-Ouest La Défense, Émilie Esparon de Vivatech, Jérémy n'est pas là ce soir, Hélène de la CCI et Margot qui n'est pas non plus là ce soir mais qui offre également un accompagnement. Donc on remercie beaucoup le jury d'être venu et de vous accompagner et surtout de vous offrir tous ces prix. Donc on peut les applaudir. Bon, le suspense est à son comble. Oui, d'ailleurs. Alors. On a une égalité parfaite entre deux équipes. Aïe, aïe, aïe. Et on n'a qu'un seul diplôme. Donc, c'est des projets... Pardon ? Ah, c'est bien de les mettre comme ça au pied du mur. Je pense qu'il va falloir partager l'accompagnement, peut-être. On en discute juste après. En tout cas, je vais annoncer quand même les deux équipes à égalité parce que je pense que c'est très important. Si Jeanne, tu veux bien leur remettre le prix. D'accord, mais donc il y a deux... Oui, mais non, mais ça c'est le prix coup de cœur. Je vais les inviter après à le récupérer. Donc, n'hésitez pas à venir échanger avec eux sur les stands surtout. Et... Bon, alors, deux équipes, vous n'allez pas vous battre, hein. Là, il y aura qu'un... Et il y a une femme et un homme. Ah, bah ça, c'est formidable. Il s'agit de P2C, Arwen. Bravo. Alors, ça fait d'autant plus plaisir que, bah, justement, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le rugby, donc bravo. Et mes compliments. Donc je remets. Eh bien, on va le partager avec le deuxième vainqueur à égalité, qui est aussi un projet technique. Et il s'agit de Augmented Olfactive Interface. Bravo. Bravo à vous. Eh bien, je le remets là au milieu. La parité, bravo.
Et je vais inviter Ecoit à récupérer eux aussi leur diplôme parce qu'ils gagnent un accompagnement également. Bravo aux 3 équipes d'avoir gagné ce prix. N'hésitez pas à aller échanger, discuter avec eux. C'était pour faire les photos. On se retrouve le 10 mars. Ah, pardon. On se retrouve le 10 mars pour la conférence dédiée à la French Tech. Les membres du jury seront avec nous pour discuter, pour échanger et surtout venir aussi vous rencontrer. Et ben voilà, j'ai pas de slide, merci. Donc merci à vous tous pour votre attention. Peut-être peut-on faire une photo avec les membres du jury, ouais. Qui font qui proposent des. Et merci à De Vinci Partners pour l'organisation, si le club entrepreneur, De Vinci Junior et Greg pour la logistique et bien sûr Julien qui a accompagné aussi les startups. Bravo à tout le monde. On va se reprendre.